Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le décryptage des énergies de la nouvelle lune du 18 décembre 2017, 7h30 heure de Paris, 6h30 heure de Greenwich. Elle aura lieu à 26 degrés 31 minutes Sagittaire, l'ascendant de Paris 10 degrés 50 Sagittaire, et donc elle sera toujours fortement ressentie par les signes, la fin, le troisième décan des signes mutables, donc Sagittaire, Gémeaux en face, et Poisson, la fin du Poisson et la fin de la Vierge. Donc voilà, si vous avez des choses un petit peu dans votre thème, des choses là-dedans, qui ne sont pas forcément votre signe ni ascendant ni solaire, hein, mais qui peuvent se montrer être d'autres amas, vous êtes peut-être très réceptif à cette nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, on est d'accord, c'est toujours un démarrage de nouveaux cycles. Il y a une nouvelle énergie, c'est-à-dire qu'on nous propose une énergie, on nous propose de travailler sur un thème. En vrai, c'est ça, hein. Chaque nouvelle lune, on nous propose de travailler sur un thème. Chaque pleine lune, on nous montre, il y a un focus sur les défauts à travailler, et les défauts, je dirais, soit schématiques, soit un petit peu les habitudes, soit des choses un peu bloquantes, et donc la matérialisation des situations qui vont avec, qui peuvent nous permettre d'aller au-delà de ce schéma. Donc, chaque démarrage, on est sur une proposition d'énergie qui doivent nous faire travailler un certain thème. Alors, ce thème, en Sagittaire, on est sur le feu créateur. Donc, je vais retourner, je vais exprès vous expliquer, revenir un petit peu en tout cas, sur le thème de Prométhée, parce que c'est quelque chose qui je pense a trait aussi, aux valeurs humaines, à la souffrance aussi, humaine, à l'endurance qu'on peut avoir à vouloir faire des choses positives les uns pour les autres et pour soi-même. Et parfois à endurer toute une sorte de cataclysme les uns au-dessus des autres, qui nous fait qu'on se demande un petit peu, pourquoi on fait tout ça. Alors, si on retourne un petit peu sur les défauts que nous avait montré l'autre pleine lune, heu, qui était donc, la pleine lune d'avant, mais elle nous montrait les défauts, on avait vu notre notion du sacré dans le quotidien et un début d'interrogation sur les valeurs humaines. Donc on avait, je pense qu'on a tous ressenti une certaine pression. Les choses vont assez vite, elles sont assez un petit peu comme le vent là, qu'on a dehors, et les tonnes de pluie, en tout cas les trucs bizarres de climat, en tout cas dans la région parisienne, c'est folklorique. Hem, on a la possibilité, je pense, d'expérimenter diverses choses très rapidement. Donc on a eu beaucoup de pression pour se réaligner, on a senti que les choses étaient assez, à la fois compliquées et lourdes, je pense, assez, denses aussi, et parfois il y a eu des strates de choses, et ça je pense qu'on va devoir bientôt parler des lignes de temps qui sont pas tout à fait, conformes à celles de la 3D. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a plus de on vit encore dans le temps borné chronologique qu'on nous a donné, mais en fait, on expérimente à l'instant présent une espèce de pyramide de trucs qui s'empilent, et j'ai l'impression que c'est plutôt à nous, d'arriver à manager le temps qu'on prend pour gérer telle ou telle chose, et finalement, est-ce que ce ne serait pas à nous de décider ce qui est important ou pas? Donc tout ça pour, revenir au corollaire aussi avec, je dirais les valeurs humaines qu'on nous demande pour cette nouvelle lune en Sagittaire, heu, d'expérimenter. Alors une nouvelle lune en Sagittaire, c'est, toujours une réflexion sur, l'idéal, sur les voyages, je parle en globalité, pas celle-là, vous allez voir qu'elle a un truc particulier. Sur la quête finalement d'une espèce de mouvement, d'une quête intérieure peut-être aussi, des défis, des challenges aussi, la vérité, toujours cette fameuse notion de vérité et de mensonge. Être franc, pas être franc, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Nos rapports avec le foie, donc on va voir ça avec Prométhée.
puisque le centaure, en symbole du Sagittaire, il montre bien, il est en haut, c'est une moitié d'homme, et en bas une moitié de cheval. Donc on voit bien la dualité du corps et des émotions et de l'aspect animal. Donc il faut bien arriver à équilibrer nos histoires de corps et esprit et par rapport à nos valeurs et à notre matérialité. Et le Sagittaire, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'aspect de matérialisation des choses qui peut être lié aussi à l'exagération. Alors des fois, il y a des défauts au niveau du Sagittaire, parce on est sur des choses qui, c'est Jupiter, donc ça exagère, ça gonfle, puisque c'est très ça prend beaucoup de place en fait. On peut aussi se tromper. On peut poursuivre des quêtes ou des idéaux qui ne sont pas justes, pas bons, du fait de mauvais filtres ou de mauvaises impressions en fait qui nous font croire que, mais en fait c'est simplement parce qu'on ne s'est pas encore débarrassé d'un certain nombre de choses. Et puis il y a aussi cette notion de colère. Parce qu'on verra tous les centaures qu'on croise, ils ont beaucoup de colère en eux. Voilà. Il y a aussi un grand rapport à l'autorité, c'est Jupiter, hein, cette autorité, que ce soit religieuse ou que ce soit étatique, on va dire, mais aussi c'est le Jupiter, c'est l'avocat, c'est le médecin, c'est un peu l'expert, d'accord? C'est un petit peu tout ça. Alors, aujourd'hui, on est basculé dans une nouvelle lune en Sagittaire qui nous donne la possibilité, nouvelle lune, c'est la dynamique qui part. Donc on crée. En Sagittaire, c'est le feu, c'est le feu créateur. Et le feu créateur, ça m'a fait penser à Prométhée, avec cette envie qu'il a eue. Alors Prométhée, c'est qui? Alors, on va commencer par là. Prométhée, c'est qui? Prométhée, c'est un titan, c'est une espèce de cousin plus ou moins lointain de Zeus, puisque Zeus était, on est d'accord, fils d'un titan déjà, Chronos. Et Prométhée, c'est le fils d'un autre titan. Donc il y a une sorte de cousinage, on va dire. Et sa mère est une océanide à Prométhée. Donc on dit, ça c'est la légende, qu'il aurait, plusieurs fois la légende, qu'il aurait créé les hommes à partir de terre glaise, mais souvent il apparaît plus dans un rôle de bienfaiteur de l'humanité en apportant le feu à l'homme. D'accord? Alors, pour pouvoir faire, je dirais, pallier à l'homme qui était finalement dénué de possibilités de se défendre, dénué de possibilités d'interagir avec son environnement en se défendant correctement, etc. Lui, il a réussi à tromper 2 fois Zeus. La première fois, il y a, au cours d'un sacrifice solennel, on sacrifie un bœuf. Et puis avec Zeus, il dit, bon écoute, je fais 2 parts du bœuf qu'on a sacrifié. Il y en aura une qui est pour toi que tu choisiras, et l'autre sera pour les hommes, pour qu'ils puissent manger, parce qu'a priori, ils ont quand même un peu de mal à se nourrir. Donc, Prométhée, c'est lui qui découpe le bœuf. Alors d'un côté, il met la peau, et il met toute la chair, il met vraiment ce qui est bon, la viande, enfin voilà, tout ce qui est nourrissant, il va le mettre sous la peau. Et dans une deuxième part, il met que les os qui n'ont plus de viande, puisqu'il a enlevé et qu'il l'a mis de l'autre côté. Donc il met les os, et puis il recouvre de graisse blanche de viande, là. Et il fait un gros tas. Et il demande à Zeus de choisir. Et Zeus choisit évidemment la deuxième part où il y a de la graisse blanche. Et il se rend compte que il a été blousé. Et donc il dit, puisque c'est comme ça, je ne vais pas leur donner le feu, moi, à tes lascars. Parce que, voilà, tu leur donnes à manger, finalement tu les protèges, donc moi je ne vais pas leur donner le feu. Donc qu'est-ce que fait Prométhée? Deuxième fois, il va piquer des étincelles de la roue solaire, et il les emmène en étant caché à l'homme. C'est comme ça qu'on est dans la mythologie, l'homme obtient le feu pour son confort. Mais Zeus, il a voulu quand même punir Prométhée, d'accord, qui est quand même pas de sa famille, donc il dit, je vais fabriquer
une créature qui s'appelle Pandore, que je vais lâcher au milieu des hommes, et tu vas voir comment ça va être. Ça va pas être super, super drôle. Et de ton côté, pour te punir de ce que tu as fait toi et t'empêcher de recommencer, je vais t'enchaîner, toi, au Caucase, la montagne, hein, enfin, ce qu'on appelle le Caucase, mais qui lui appelle, qui va considérer comme étant un rocher, et je vais fabriquer un aigle qui va venir te manger le foie toutes les nuits. Donc voilà, Prométhée, attaché comme un malheureux à son rocher, il se fait bouffer le foie qui repousse dans la journée. Donc, et Zeus jure sur le Styx que il ne libérera jamais Prométhée. Mais on est au milieu des 12 travaux d'Hercule. Donc Hercule arrive, et puis un de ses travaux, c'était, clic, de tuer l'aigle qui attaquait Prométhée, donc il libère Prométhée. Et comme Hercule est quand même dans la lignée de Zeus, il ne va pas aller... voilà. Donc il lui dit, bon ben voilà, je vais ok, tu vas être libéré, mais je vais t'obliger à garder un lien, comme j'ai promis au Styx, je vais t'obliger à garder un lien, donc avec la chaîne, les chaînes qui te liaient au rocher, on va faire une bague, et tu vas garder l'acier te servira de bague, et dedans tu mettras un bout du rocher, comme ça je ne mens pas. Chiron, qui passait aussi par là avec Hercule, se prend une flèche perdue. Et le pauvre Chiron qu'on voit rapidement tout le temps et qui nous sert de point focal pour arriver à voir ce qui reste à soigner de façon douloureuse, bah, ce Chiron, en fait, il prend une flèche et il a tellement mal, donc il est immortel lui, mais il a tellement mal qu'il cherche, il veut mourir. Donc il va chercher quelqu'un avec qui il peut tracter son immortalité. Donc il trouve Prométhée, qui devient immortel, et qui a des dons aussi divins, qui va expliquer à Hercule comment on fait pour prendre les pommes du jardin des Hespérides, je crois, en demandant à son frère. Enfin, voilà, il y a tout un cheminement là-dedans. Et donc, on a aussi Chiron qui est validé dans l'histoire de Prométhée, puisque ça lui permet de mourir en ayant laissé son immortalité. Alors, notre nouvelle lune en Sagittaire, elle est donc dans cet esprit-là, dans cet esprit de souffrance, de création et de libération. D'accord? Et ce symbolisme de cette nouvelle lune, ce rapport, c'est le foie. Le foie, c'est un organe super symbolique parce qu'il a, au démarrage de notre vie, il est lié en un avec le cœur. Et donc, d'un côté, on a le cœur, de l'autre côté, on a les poumons. Le cœur, c'est le symbole de l'amour, mais le foie, c'est le symbole de la survie matérielle. Donc, en fait, on voit que quand on est en phase avec son cœur, on va pouvoir donner au foie, le cœur va propulser du sang qui va être super clean et qui va pouvoir générer une abondance matérielle qui va être stable. D'accord? Donc, le foie, c'est la foi, c'est la croyance d'amour qu'on a en soi. Donc, c'est la capacité de croire en notre vie, en notre incarnation. Donc, tous nos malaises au niveau du foie, c'est des malaises qu'on a au niveau de notre capacité à croire en notre incarnation. Donc, c'est le foie qui porte l'énergie du cœur. En Chine, je crois, c'est le méridien, c'est le qi qui circule par le méridien du foie. Excusez-moi si je dis des conneries. Thomas Eric, coucou chérie. Et vraiment, c'est lui qui régule l'énergie nécessaire à l'activité vitale du corps, la résistance aux maladies. On connaît aussi son rôle dans l'alimentation, la décomposition des matériaux, la désintoxication du sang, donc avant les reins. Le cœur donc, propulse le sang qui passe par le foie, le sang est stocké dans le foie, donc s'il y a un sang qui n'est pas d'une super qualité, nos émotions derrière vont effectivement en pâtir et être un petit peu dégradées, on va dire. D'accord? Donc le foie, détoxifier le foie, c'est pour ça qu'on en parle souvent, c'est la possibilité d'avoir une clarté de vie, une clarté de vision de l'incarnation. Voilà, c'est pour ça que le lien avec le truc chinois, en fait. Donc tout ça, les libérations émotionnelles, etc., ça passe aussi par un soulagement du foie. Et c'est ce que nous indique aussi la nouvelle lune en Sagittaire. C'est vraiment de pouvoir, alors d'autant qu'on a un Jupiter en Scorpion, donc le Jupiter en Scorpion, il est lié au sang.
Donc il y a vraiment un lien très fort en ce moment entre le foie et le sang, qui doit être purifié, qui doit être renouvelé, qui doit être, pris en charge. Parce que là, dans le 18, on n'a pas moins de 8 planètes ou points fictifs ou astéroïdes qui se baladent en Sagittaire. Donc on a vraiment des choses qui sont, assez, pointues, je dirais, dans les énergies qui vont nous arriver de toutes parts, mais toujours sur ce thème-là. Donc, évidemment, on a Mercure rétrograde, donc ce qui veut dire que les réflexions menées sur ce thème-là, elles ne seront pas exemptes forcément. Alors en plus des pannes et des machins de toutes sortes, hein, Mercure, blocage, bouchon, train supprimé, avion pas là, enfin voilà. Tout ce qui est lié au mouvement, à l'informatique, à la transmission des messages, à la parole, à l'expression, à la communication. Mercure rétrograde, on est d'accord, quand c'est moche, c'est moche. Quand ça marche pas, ça marche pas. Validez bien ce que vous croyez avoir compris. Parce qu'on n'est pas à l'abri de rien comprendre du tout et de tous parler sur un truc voilà, où personne ne va jamais rien comprendre. Donc, ça indique quand même, ce Mercure rétrograde en Sagittaire, que les paroles qui peuvent être, ou l'expression qui peut être mise sur ce thème-là, va pas forcément être très constructive ni dans la bonne direction. On ne réfléchit pas forcément sur les choses correctes, en fait. Où on est bloqué par quelque chose au niveau une marque de l'État, quelque chose, une autorité. Voilà. On n'est pas entendu par une autorité, par exemple. Sagittaire, Jupiter, en Scorpion, on peut avoir des ennuis, voilà, avec une autorité, quelque chose qui nous écoute pas. Mais alors un truc, voilà, c'est un dialogue de sourds, quoi. D'accord? Mercure, ça peut être aussi le rapport à notre environnement. Donc, on a un décalage avec notre environnement, en fait. Ça peut être ça aussi. Alors, Vénus est également en Sagittaire. Alors, Vénus en Sagittaire, elle parle d'idéal, de liberté, de spiritualité aussi, puisque Jupiter, c'est aussi l'alliance avec la maison 9, donc c'est l'enseignement aussi. L'apprentissage, le fait de vouloir une spiritualité idéale, vouloir une recherche d'expérience, et puis il y a un lien très fort, parce que c'est Vénus, c'est la maîtresse du taureau, donc il y a un lien très fort quand même entre les deux signes au niveau de la matérialisation. Donc Vénus en Sagittaire, elle va vouloir avoir des choses au niveau de l'abondance. Elle va avoir besoin de matérialiser des choses. D'accord? Elle va avoir, alors peut-être qu'on va avoir une réflexion importante sur l'abondance et sur les valeurs humaines. Sur c'est quoi mon besoin d'abondance à moi? Il se résume à quoi? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est spirituel? Parce que Vénus là-dedans, ça nous donne la possibilité d'ouvrir le débat surtout. D'autant qu'on a toujours Jupiter, Vesta en Scorpion. Donc notre notion du sacré, notre réflexion sur le sacré, c'est toujours là. C'est toujours là. Cérès est toujours dans... Alors, c'est carré à Cérès, nœud nord, qui est normalement une récolte. Donc, ça veut dire que notre sens du sacré est encore à peaufiner, est encore à réfléchir, est encore en devenir. Parce qu'il y a encore des tensions par rapport à la récolte qu'on devrait en avoir. D'accord? C'est peut-être aussi bloqué par, comme c'est bloqué des deux côtés en carré aussi par le sud, c'est-à-dire les énergies des vies antérieures, on est d'accord qu'on peut avoir quelque chose qui vient complètement d'ailleurs et qui peut se retrouver étant bloquant sous forme, peut-être une croyance, sous forme d'une énergie avec un nœud qui ne se défait pas, des choses comme ça. Mais tout ça, c'est trigone à Neptune en Poisson. Donc, ce qu'on comprend aussi, malgré tout, c'est que
il y a de la compassion là-dedans. Et qu'en fait, on peut sortir de ces mauvais idéaux ou de ces idées de projets, puisque la nouvelle lune en Sagittaire, c'est donc le feu. Donc, on crée des choses, mais ils ne sont pas encore dans la matière, en fait. On se lance dans des choses, mais c'est vraiment le feu créateur, on est en train de concevoir des choses. Mais après, il faudra passer en Capricorne pour que ça prenne racine. Là, on est dans la conception des choses, on est dans l'envie de faire des choses. Le feu, c'est vraiment l'envie, c'est la volonté de pouvoir mettre en place des choses, de les concevoir, de les créer. Mais vraiment pour que après, il y a la phase en Capricorne dont on va parler, parce qu'il y a quand même un sacré truc au Capricorne qui nous attend. Donc là, le trigone avec Neptune, il considère que c'est la possibilité de se sortir en ce moment des mauvaises vibrations, entre guillemets, c'est aussi la compassion. C'est aussi cet amour inconditionnel qu'on peut porter aux choses, à notre environnement. Et puis il y a plein de choses, parce que Neptune en Poisson, il n'y a globalement pas de limite. Donc voilà, c'est vraiment tout ça qui peut se lever aussi au niveau du collectif. Ben, on l'a vu avec, par exemple, l'enterrement de Johnny, ou le décès de Johnny, où il y a vraiment eu une espèce de mouvement, de rassemblement, avec des gens qui se sont vraiment, qui ont communié. En fait, je pense que ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de communion sans que les gens aient décidé, etc. Voilà, bon, après, il y a plus de... c'est tout, qui touche aussi au sens du sacré. Alors, on a aussi dans les aspects de cette nouvelle lune un truc que j'aime pas beaucoup, mais qu'il faut vraiment identifier, c'est Mars en Scorpion. Alors Mars en Scorpion, c'est l'énergie de la guerre. C'est pas la guerre stratégique, hein, Mars en Scorpion, c'est la guerre pourrie. Tu me tues, je tue toute ta famille. Voilà, c'est Mars en Scorpion. Donc c'est de l'agressivité, c'est un truc qui est super excessif. Alors avec un Mercure rétrograde qui se maîtrise pas bien parce qu'il est Sagittaire, donc il peut exploser en exagération. Et un Mars en Scorpion, je pense pouvoir dire que si on se lance dans des discussions, elles vont dégénérer. Ouais, ça peut dégénérer, ça peut vraiment pas être super beau, hein, et surtout très mal se terminer. Donc, maîtrisez vos paroles, ne rentrez pas du tout dans le jeu, parce qu'il y a beaucoup en ce moment d'agressivité, il y a beaucoup d'excès. Mars en Scorpion, c'est une énergie de lutte, c'est des émotions négatives à la pelle, des choses qui tournent autour, par exemple, de la rancune, mais de la rancune tenace, de la jalousie obsessionnelle, d'accord? C'est une énergie qui est une énergie Mars en Scorpion magnétique. Donc ça veut dire qu'elle est totalement obsessionnelle et ingérable. D'accord? Il y a aussi une notion de calculateur. Taureau, Scorpion, c'est assez proche. Donc il y a une notion de calculer cette dose de trucs qui remontent. Il y a une intensification évidemment des émotions qui est phénoménale. D'accord? Et des situations qui sont évidemment en relation avec la maison qui est transitée par le Mars en Scorpion. Donc regardez où est Mars en Scorpion, où est le Scorpion dans votre thème, et vous verrez un petit peu quel est le type de situation un petit peu chaude que vous risquez de récolter. Donc c'est des ambiances, surtout avec Mercure rétrograde, des ambiances, et bien en plus un Jupiter en Scorpion. Donc je sais pas, ils sont pas très... ils ne sont pas encore super proches, hein, mais ça va venir, hein, Mars, Jupiter en Scorpion. Donc on va être sur des ambiances survoltées, des discussions passionnées, agressives, avec pas mal d'excès possibles, en tout cas du manque de modération assurée, hein. D'accord? Ça va beaucoup toucher les signes fixes, donc on est d'accord que Scorpion, Taureau, ils sont dans la ligne de mire. Lion et Verseau.
D'accord? Donc ça, vraiment, vraiment, vraiment à surveiller parce que c'est quelque chose qui est quand même un petit peu chaud pour certaines personnes parce que chez elles, ça touche des domaines particuliers et donc c'est vraiment puis on le sent, hein, en ce moment, les gens sont parfois dans certaines situations où d'habitude tout le monde est calme. Là, c'est super agressif et on se demande, on se dit: «Mais waouh, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien pourtant». Bon. Donc cette nouvelle lune, elle est également en trigone avec Uranus, la conjonction qu'on avait vue la dernière fois, Uranus-Pallas, en Bélier. Toujours en signe de feu, donc toujours la création création de projets, la mise en place de choses et donc c'est dopé aussi par des actions individuelles. On a le Bélier qui vient dire: «Eh, moi ça j'ai cette idée-là, donc je vais le matérialiser» dans le Sagittaire. Donc on a une énergie stratégique, Pallas qui est là pour être utilisée, mais de façon pacifique cette fois-ci. D'accord? On n'a pas un truc destructeur de Mars, machin, etc. Donc c'est plutôt très, très soft. D'accord? En autre chose intéressante, même plus qu'intéressante, puisque ça va nous emmener jusqu'en 2020, on a Saturne qui rentre en Capricorne le 21-12. Alors en plus, 21-12, c'est le solstice, c'est le miroir, c'est tout ça, c'est un portail, c'est un commencement. Saturne, donc, alors, vient sur le solstice. Le solstice, on est d'accord, c'est la lumière qui revient, sauf que Saturne, c'est la chape de plomb. Saturne, c'est le symbole du plomb. Donc ça veut dire qu'on fait quoi quand on met Saturne sur le solstice, le jour du solstice? Saturne vient nous couper la lumière qui renaît. Donc, on est sur quelque chose où on nous dit, voilà, vous démarrez un nouveau cycle, mais ne comptez pas sur la lumière extérieure pour vous éclairer, vous allez devoir allumer la lumière intérieure. Chloum, la flamme intérieure. D'autant que, en 2018, on va avoir Uranus qui va arriver en Taureau, donc Saturne en Capricorne. Alors le Saturne en Capricorne, il est chez lui, d'accord? Comme petit chevaux, il retourne à sa maison. Donc il a les caractéristiques de son signe. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une intensification du Capricorne. Le Capricorne, c'est pas forcément super fun. C'est un truc qui est très lié, mais dans notre cas, avec évidemment un trigone à Uranus en Taureau, on va basculer sur des préoccupations qui sont liées à la Terre, qui sont liées à la façon, la responsabilité aussi. Saturne, c'est la responsabilité. Pendant ce temps-là, on verra que Chiron va arriver en Bélier. Donc c'est la responsabilité individuelle de guérison de chacun face à sa personnalité et face surtout à son option. Qu'est-ce que je fais moi pour la Terre? Alors, on va avoir globalement 2 ans, parce qu'en 2020, alors fin 2019, hein, soyons clairs, je pense qu'entre l'éclipse de juillet et la fin de l'année, on va avoir tout un tas de trucs intéressants, notamment parce qu'on va se prendre une conjonction Jupiter-Pluton-Saturne en Capricorne, qui va nous amener la réflexion suivante. Elle va nous amener, Jupiter va avoir traversé le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est quoi? Jupiter en Sagittaire, il est chez lui, hein. Mais il va avoir une tendance à exagérer, à propulser les systèmes financiers, etc., à les rendre complètement mastoc, à les gonfler, gonfler, gonfler. Sauf qu'après, quand il va rentrer en Capricorne et qu'il va se conjoindre, je ne sais pas si ça existe, mais c'est l'option, à Pluton et à Saturne, il va faire pfff, globalement. Et pchit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, on va avoir un changement de paradigme de société. Donc, soit on s'y prend maintenant et on arrive à intégrer les signes et on va voir qu'en numéro, on nous donne des signes. D'ailleurs, c'est vraiment le truc qui nous arrive, c'est qu'on va nous donner des signes, les signes deviennent apparents dans la matière, et ça, c'est l'effet Uranus en Taureau, la matérialisation des signes, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de se faire tirer les cartes. Si vous voulez savoir ce que vous devenez, regardez ce qui se passe autour de vous. Vous êtes
exactement à l'endroit où il y a les signes qui vont vous indiquer ce que vous allez devenir. Et avec Uranus en Taureau, ça va devenir de plus en plus flagrant, de plus en plus visible, de plus en plus tangible. Donc on va avoir avec Chiron qui passe en Bélier, et Saturne en Capricorne, c'est la responsabilité. Si on ne fait pas ça, eh bien on va passer par des périodes de deuil, de renoncement à ce qu'on a. Parce que Jupiter-Saturne, globalement, c'est bienvenue, welcome dans la réalité. Hein. C'est je vais te sabrer ça. Bon, c'était les 3 quarts de ce que tu avais, bah oui, oui, je te sabre quand même parce que c'est j'ai envie. Et conjonction Pluton, ça veut dire que ça détruit pour reconstruire. Donc soit on a anticipé les choses de façon individuelle d'abord. Vraiment, j'insiste sur la responsabilité individuelle. Le fait de réveiller les choses. On nous coupe, Saturne nous coupe la lumière extérieure pour nous forcer à allumer l'intérieur. Donc on va pouvoir s'éclairer avec notre propre nous, notre propre lumière. Donc on le voit d'ailleurs en physique quantique, normalement la lumière elle est partout dans nos cellules, on est de la lumière, on est de l'énergie, on est de la lumière. Et aujourd'hui c'est ce qu'on nous dit, hop, il va y avoir un blackout et globalement vous allez être obligé d'allumer la lumière intérieure pour y voir clair. Donc quelque part c'est bien, parce que on est en train de rentrer dans un système où finalement on sait que le système actuel est destiné à être complètement piraté. Et heureusement, parce que quand Pluton va arriver en Verseau et que Uranus sera en Taureau, vous imaginez la tête du transhumanisme. Mais on sera où, nous, dans les machines? On est en plein dans l'intelligence artificielle qui sera en train de créer de la matière. On sera où, nous? Si on ne fait pas la mutation de Saturne conjoint Pluton et que le système financier s'est enfin intégré à la matière, qu'il arrête de nous créer des trucs qui n'existent pas. Parce que là, on nous enferme dans un truc où c'est fini, hein, et puis il n'y a rien, tout va être virtuel, tout machin, etc. Et si il n'y a pas ce passage en conscience dans le Capricorne, on va aller dans des trucs, waouh, ça risque d'être assez ardos au niveau sociétal à vivre quand même. Donc on a le temps. Ce que je veux dire, c'est que là, on nous dit Saturne y rentre en Capricorne. On a le temps. On a le temps en conscience d'intégrer les besoins de la Terre, les besoins de lenteur. L'isolement, c'est pas forcément. Saturne en Capricorne, ça peut être de l'isolement, de l'enfermement, mais c'est pas forcément une malédiction. Saturne en Capricorne top sur le Cancer qui est en face et nous oblige à revoir l'agriculture avec Uranus en Verseau. Donc il y a quelque chose de positif à Uranus en Taureau, plutôt, excusez-moi, Uranus en Taureau, pour revoir l'agriculture et les modalités dont on se nourrit. Uranus en Taureau, le Cancer en face du Capricorne. Et en plus, il y aura le nœud à ce moment-là. Le nœud nord, donc le destin collectif sera en Cancer. Donc globalement, on est en train de nous dire, attention, réfléchissez comment vous allez positionner votre vision de l'agriculture, votre vision de société et votre vision interne de construction pour aller vers une alimentation. Et la façon dont vous voyez le passé. Le Cancer, c'est ça, c'est les visions de l'histoire qui vont être mises en défaut. Et j'en reparlerai dans ma vidéo de 2018 parce qu'on va devoir se friter avec l'égrégore de 39-45. Aujourd'hui, on reprend l'exacte inversion des planètes de cette époque-là. Donc on a quelque chose à solder qui est, on a une possible ouverture de création au niveau de l'humanité, donc quelque chose de positif, alors qu'il y a 84 ans, les choses n'étaient pas du tout engagées de cette façon-là. Donc, voilà, Saturne en Taureau, en Capricorne, et Uranus en Taureau, c'est vraiment le signe de la Terre, le signe de Gaïa, le signe de la nature, l'alimentation, des réflexions approfondies à mener,
pour assurer une évolution sociétale qui soit humaine. Et c'est pour ça qu'on nous fait réfléchir sur des valeurs humaines en ce moment. C'est pour projeter exactement ce qu'on veut dans la matière après. Voilà. Alors, ceci étant dit, je sais, c'est pas très drôle, mais en fait, si, quelque part, il faut qu'on arrive à gérer les choses dans le respect de ce qu'on est et de notre environnement et des animaux et des végétaux. Tout ça, ça doit passer par une remise à niveau de notre place. Je pense qu'on n'est pas à notre place, tout simplement. Au niveau de l'étranger, alors nous, Français, Paris, on est particulièrement concernés puisque notre ascendant était, si je ne dis pas de conneries, 10 degrés Sagittaire. Donc cette nouvelle lune, elle avait lieu en maison 1, donc transformation de nous, d'accord, individuel, réflexion sur chacun d'entre nous, etc. etc. Cette fois-ci, j'ai pris Vancouver, d'accord. Vancouver, donc la nouvelle lune a lieu plutôt le 17 décembre. Et l'ascendant sera 9 degrés 21 Vierge. Donc, une notion de service. Il y a quelque chose dans l'ascendant Vierge qui est le lien à l'alimentation, le lien à la santé, le lien au service. Voilà. Et cette nouvelle lune, elle a lieu en maison 4. Donc, le retour vers la vision du passé, la vision de la famille, la vision de la construction de la famille et des piliers de l'existence. Donc, qu'est-ce qui est attaché finalement à ces valeurs humaines dans la famille, dans l'existence, dans le passé? Qu'est-ce qui nous rattache à notre passé? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Voilà. L'opportunité aussi de travailler dans la compassion avec le couple. Il y a beaucoup d'aspects de transformation de la nouvelle lune pour cette partie-là du monde. Au niveau du Québec, on a un ascendant 22 degrés 57 minutes Balance avec une nouvelle lune qui est, elle, 18 décembre. Donc la nouvelle lune est en maison 3, donc on est plutôt ici sur de la communication, sur de la création de projets, sur le lien avec les frères et sœurs, l'entourage proche. Donc toujours ce thème des valeurs humaines et des valeurs et de la création de projets, qu'est-ce qu'on fait en lien avec tout ça, avec l'entourage proche, les frères et sœurs, etc. Le Jupiter Vesta, donc en cuspide de 2, va proposer aussi un travail sur l'attachement, sur l'argent, sur la valeur de nos projets. En quoi croit-on, finalement? Ou dans quoi est-on prêt à s'investir? Autant financièrement qu'humainement, puisque c'est le thème. Il y a un renouvellement d'énergie de création qui concerne les enfants, qui concerne les projets, qui concerne les envies, etc., etc. Il y a une énergie aussi de soins et d'opportunité de soigner le secteur de la création. Alors, la Réunion, il m'en reste, hein, j'en ai d'autres. La Réunion, donc ascendant Sagittaire, donc ça veut dire que c'est assez proche de la France, puisque on retrouve donc la réflexion des valeurs sur notre identité, en fait. Et la part de foi en nous. Voilà. La part de soin qu'on doit amener, c'est la communication, c'est la compassion envers notre entourage proche. C'est le fait de pouvoir soigner ce lien de communication, soigner la façon dont on va poser nos projets, soigner nos liens à la fratrie, et bien travailler les choses qu'on va mettre dans la matière pour pouvoir lancer après en Capricorne et pouvoir arriver à quelque chose de positif. La Guadeloupe et la Martinique. Alors, ben là, ça a lieu en 12, d'accord? Donc, on a un ascendant 11 degrés Capricorne, d'accord? Et là, donc, la nouvelle lune a lieu en maison 12. Donc, il y a des secrets qui remontent, il y a des choses qui doivent être sorties encore de vieux schémas, d'anciennes matérialisations. On doit prendre conscience d'anciennes matérialisations, de choses qui étaient dissimulées. Il faut que tout ça, ça revienne en conscience. Il peut y avoir des scandales, du coup,
qui reviennent, hop, qui passent par-dessus, des revendications qui sont en lien aussi avec l'histoire, avec l'État, avec des choses une histoire liée évidemment à la République, avec les racines, avec le traitement, voilà, le traitement des populations. Voilà, les discriminations, des choses comme ça. Il peut y avoir beaucoup de souffrances qui remontent et qui doit sortir. Et puis Tahiti, puisqu'on me l'a demandé. Donc Tahiti, pareil, ascendant vierge, mai le 17. Donc la nouvelle lune en 4, donc transformation profonde, toujours liée aux racines. Très important, la réflexion sur les valeurs humaines et les racines ici. On est vraiment dans quelque chose où l'idéal doit s'exprimer, où l'idéal doit être transformé, transmuté et vraiment... Il y a une histoire de sanctuaire quelque part. La remise en place de tout ce qui doit être sanctuarisé dans ce coin-là. Ce que je ressens, c'est que l'énergie qui traverse cette île doit être resacralisée. C'est comme s'il y avait besoin de reconstruire des sanctuaires. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a besoin de remettre l'énergie à sa place. De la retraiter comme de lui redonner l'importance qu'elle avait. Donc de remettre, comme je vous disais, de se remettre à sa place par rapport à cette énergie-là. De ne pas faire comme si ça n'existait pas. Puisque c'est elle qui dispose des sources d'abondance de l'île. Donc il y a des actions à mener pour pouvoir assurer une espèce de libération de cette énergie en lui redonnant sa place par des actions peut-être individuelles je sais pas, de resacralisation de certains lieux, je sais pas, des choses comme ça. On creuse vraiment pour savoir aussi qui détient le pouvoir et qui empêche peut-être ça. Et il y a des femmes aussi qui peuvent être très importantes dans ce cadre-là. Les femmes peuvent jouer un rôle très important. La réussite aussi de cette sacralisation, elle est due à une fusion, donc qui doit passer par la libération et la remise en place de schémas traditionnels, en fait, d'une sorte de grille, en fait, qui était verrouillée dans le travail, dans la société, dans des habitudes qui doivent donc évidemment être retransformées pour laisser la place aux éléments. Parce qu'en fait, c'est la nature là qui est super présente. Et en fait, cette remise de Saturne en Capricorne est intéressante parce qu'elle va pouvoir resacraliser tout un tas de lieux, en fait, avec le bénéfice évidemment de Neptune en Poisson. Il va y avoir une possibilité de sacralisation des énergies qui étaient un peu découpées, en fait. Un peu découpées. Alors, la numéro 18-12-2017. Bon, certains auront le 17. Hein. Donc, ils feront le calcul, ils mettront -1. 18, donc c'est 9. 12, c'est 3. 2017, c'est 1. Donc, on arrive sur le 13. La mort. Donc, on est sur quelque chose qui est... on voit pas bien. C'est l'arcane son nom. Hein. Donc, on est sur une énergie de coupure, hein, de rupture, On coupe les vieux schémas, globalement. Hein. On coupe les vieux schémas, mais c'est l'arcane de l'identité, l'arcane de la mort. C'est l'arcane qui dit... je sabre ce dont je n'ai pas besoin. Donc, on voit, il y a des têtes de rois, des couronnés, machin. Je sabre ce dont je n'ai pas besoin et je me rapproche ainsi de moi-même. D'accord? Donc, je fais table rase des choses superflues et je me rapproche de mon essence. Donc, on est dans du dépouillement, on est dans de la libération aussi.
Et donc, on est assez proche de l'énergie de Saturne qui rentre en Capricorne. Dépouillement. Saturne en Capricorne, c'est assez proche de ça quand même, hein. D'accord? Alors, il y a cet aspect définitif dans la mort qui est qui suit en fait le pendu, où le pendu, lui, ne bougeait pas. D'accord? Le pendu ne bougeait pas et il cherchait une solution à son problème. Et donc, la mort apparaît, enfin, l'arcane de son nom apparaît, et va couper finalement la tâche du pendu pour le libérer. D'accord? Et au final, quand on aura bien travaillé sur ce dépouillement, on repasse par un changement d'état qui est celui de la tempérance, où on rééquilibre ce qui nous est resté. D'accord? Donc, on est sur quelque chose qui tranche et qui est une arcane de renaissance. D'accord? Donc, si on compte différemment, c'est-à-dire que ça, c'est le chemin. Donc, il va falloir que pour arriver dans cette nouvelle lune, on sabre des choses qui nous sont superflues. Mais globalement, quand on aura réussi à sabrer ce qui est superflu, on arrive sur le 1 plus 8, plus 1, plus 2, plus enfin bon, chaque chiffre de la date du 18-12-2017, et on obtient 22. Donc 22, c'est le mat. D'accord? Donc on est sur de l'éveil spirituel, une nouvelle initiation, un nouvel individu qui part sur un nouveau cycle, qui n'a pas peur de partir vers l'inconnu. Hein. Mat, en arabe, c'est mort. Donc l'initié d'avant qui a fait tout son cycle jusqu'au bout est finalement mort depuis le battleur au 1. D'accord? Donc, c'est la symbolique de notre ego qui est morte. D'accord? Notre ego a été transformé et on a un détachement. Donc, vous voyez, alors que le battleur avait plein de choses devant lui, là, on a un détachement du matériel, de l'indépendance, de la liberté. Le truc, il est complètement hors système. Il se fout globalement, royalement de tout. Et donc, il est surtout dans l'instant présent. Il n'y a pas de planification. L'instant présent. D'accord? On est sur deux polarités différentes pour arriver au 4, finalement, qui est une nouvelle construction, l'empereur. On arrive donc, le 13, on est sur une énergie implacable, d'accord? Donc, qui est une énergie yin. Et on est sur une énergie d'action, d'indépendance et de liberté, qui est une énergie yang. Donc, on est sur, finalement, deux vibrations qui ont toutes les deux pour valeur 4, mais qui sont des opposés, avec des polarités yin et yang différentes, opposées. Donc on va nous demander d'abord, la polarité yin, de savoir laisser faire les choses pour les rompre, pour les laisser couper, et ensuite d'accepter le nouveau cycle qui s'ouvre pour pouvoir aller vers quelque chose de différent et équilibrer les polarités. Alors moi, je voudrais aussi, ce qui m'a interpellée dans cette carte, c'est le bâton. Et je me suis dit, mais en fait, oui, on est sur du bâton de pèlerin, on est sur un soutien, on est sur quelque chose qui... Alors, il est fort parce qu'en fait, il a deux bâtons. Il y en a un qui tient son stock, son petit baluchon, d'accord? Et il en a un qui, comme le bâton de pèlerin, qui est jaune comme la matière, donc qui est un lien entre sa main, donc la matérialisation, et la terre. En fait, pourquoi ça? Parce que je me suis fait une tendinite au coude, j'ai réfléchi et effectivement, j'ai trouvé, quand j'ai réfléchi, je me suis connectée un peu, il y a eu tous ces messages autour des bâtons. Les bâtons, c'est aussi le feu. Dans le tarot, c'est symbolique du feu, de l'action et donc polarité, yang. C'est aussi, lié à l'autorité, à l'énergie, d'accord? Bâton, évidemment, les baguettes de sorcière, aller canaliser l'énergie. Moïse, n'oublions pas Moïse, au désert, qui fait jaillir l'eau du rocher avec son bâton. Et donc, c'est dans ce cadre-là, c'est aussi un symbole,
c'est le symbole de plein de choses, parce que c'est un symbole d'humilité, de modestie, de simplicité, etc. Et de rattachement à la terre avec ce bâton. Mais également, dans la Kabbale, le bâton, il est super important parce il est lié à la lettre Resh, je crois, le 20. Et la lettre Resh, elle s'incline, en fait. Donc, il y a une notion d'humilité qui est super importante. Et parce que la lettre Resh, en fait, le bâton aide à ne pas dévier du chemin de la vérité. D'accord? C'est un soutien pour rester sur le chemin de la vérité. Donc, il écarte les énergies négatives, ce bâton, il libère les âmes, il est là pour purifier, on l'a vu avec Moïse, les sols et les lieux. En Chine, il apprivoise les dragons également, et il sert souvent de support aux exorcismes. D'accord? C'est souvent donc une sorte de soutien, une sorte de colonne vertébrale extérieure, en exosquelette, on dirait maintenant. Je ne sais pas si c'est le mot exact. Alors, au niveau des lettres hébraïques, on a même qui est symbolisme 40. Donc la lettre même, c'est encore la renaissance, c'est la matrice, c'est la renaissance, c'est la mère, la reconnexion à sa mère, à la filiation. Donc c'est aussi retrouver son identité divine. C'est également s'éloigner des schémas qu'on connaît pour renaître, pour revivre. Donc c'est très lié à la mort, hein, comme on l'a vu, c'est assez proche. Même, en fait, on se départit dans les eaux, parce que c'est quand même une matrice d'eau, avec des pouvoirs purificateurs, qui est donc en résonance avec Tav, puisque Tav, c'est le 22, c'est le 22 des lettres hébraïques, qui est l'étoile de la vérité, donc qui dissout les mensonges et autres schémas qui sont conscients ou inconscients. De toute façon, on est toujours dans, comme avec la mort, hein, voilà. Donc là, on voit que c'est un retour, vers l'intérieur. Donc en fait, on se retrouve avec des effets miroirs qui doivent nous indiquer ce qui doit encore être viré ou indiquer ce qui se passe dans notre vie. Donc la lecture du signe nettoyé, purifié, et en tout cas, c'est comme la mort, comme Saturne qui passe en Capricorne, c'est une dynamique d'introspection. C'est lié au mouvement de l'eau, d'accord? Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, on se souvient que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, au départ, il y a des eaux primordiales, hein, qui sont séparées de mémoire au deuxième jour. Oui, c'est ça, deuxième jour. Pourquoi deuxième jour? Parce qu'en fait, on a la dualité qui accompagne les émotions qui sont liées à l'eau, et l'eau est séparée au deuxième jour à la Genèse. D'accord? Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et en fait, même, c'est les eaux primordiales, c'est-à-dire les eaux qui n'ont pas été séparées et desquelles découlent toutes les formes de vie. D'accord? Elle a pour le symbolisme 40, et 40, c'est aussi symbole d'isolement dans la Bible. En tout cas, on avait 40 jours dans le désert, les 40 jours et 40 nuits du déluge. Qu'est-ce qu'on a? On a Moïse au Sinaï, 40 jours, je crois. Jésus, en tout cas, au désert, avant d'être soumis à la tentation du diable, il reste 40 jours à jeûner. Et puis ensuite, il rencontre le diable, la tentation, et ensuite, il sort de son isolement et il va faire ce qu'il a à faire. En fait, il retourne vraiment dans le monde. Donc en fait, après être passé par le filtre de même, nous sommes capables de nous séparer, de nous mourir à ce qui est superflu, et de renaître à qui nous sommes en fait. Alors, toujours pour la petite histoire du Zohar, en fait, même se présente, donc le Zohar, c'est le livre de la splendeur, hein, dans la Torah, donc même se présente, et devant le Saint béni soit-il, et en fait, elle lui dit, bah moi je présiderai bien la création du monde. Et là il lui dit, bah oui, mais t'es l'initiale du mot Mélec, qui veut dire roi. Elle dit, ah bah pourtant c'était sympa. Et là, en fait, il dit, mais oui, mais nous sommes tous, il faut bien que quelqu'un préside à chaque royaume intérieur. Chacun dispose et est roi chez lui. Et donc, tu présideras à la royauté intérieure de chacune des âmes que j'ai créées. C'est joli.
Et ça, c'est pour Mème. Donc, seul compte notre royauté intérieure, et c'est pour ça que Mème n'a pas présidé à la création du monde. Le Tav, pour finir, j'essaye de faire... Oh là là, c'est de pire en pire mes histoires. Hein. Le Tav, c'est l'étoile de la vérité. Donc, c'est le signe aussi, c'est ce qui marque, donc, je vous ai dit, sur la 10e plaie d'Égypte, par exemple, on dit... alors, c'est quand... j'adore les plaies d'Égypte, je suis désolée, ça a toujours été... Et la 10e, en fait, c'est quand Dieu décide de tuer le premier-né de chaque famille égyptienne. Et en fait, pour pas tuer, on dit, bah non, on va mettre un signe sur la porte. En fait, c'est juste la marque qui dit, bah, on a fait tout le cycle d'évolution et d'éveil, du 1 au 22, en fait. C'est... l'ISO 9002, enfin, ou l'ISO 14001 du truc, quoi. C'est de dire, c'est une espèce de certificat qui dit, voilà, j'ai fait tout le cycle, donc maintenant, je peux directement ne pas être visée par les mauvaises impressions ou les schémas qui sont encore destinés aux autres. D'accord ? Donc c'est l'aboutissement, c'est comme un peu l'alpha et l'oméga, d'accord? On serait sur oméga en fait, sur la fin des schémas. Alors, dans le Zohar, pour finir par le Zohar, donc toutes les lettres se sont présentées devant le Saint béni soit-il, mais en fait, elles se sont présentées à l'envers. Donc c'est le Tav qui a commencé. Et le Tav, lui, bah, il s'est imaginé que vu qu'il était le premier, voilà, il y avait des chances, qu'elle avait des raisons de se retrouver à présider la création du monde. Et donc elle vient devant le Saint béni soit-il, et elle se dit, bah moi je termine le mot émette, la vérité. Donc, bah, moi, comme je termine ce mot-là, je pense pouvoir présider à la création du monde, voilà. Mais le Saint béni soit-il la renvoie et lui dit, mais pour qu'on puisse accéder, effectivement, tu es très digne de tout ça, mais pour qu'on puisse accéder à la vérité, il faut mourir à beaucoup de choses avant. Donc, tu vas être associé beaucoup de fois à la mort de quelque chose. Donc, je ne peux pas te mettre à présider la création du monde. Donc, voilà, on a le Tav qui finit et qui, évidemment, je rappelle que le 22, c'est le 4, et le 4 d'Alet, c'est la porte. Donc on est encore dans une zone de passage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, bah écoutez, je pense que voilà. Et on est presque à 1 heure, donc vous la regarderez en plusieurs fois. C'était la dernière de l'année au niveau des lunes. J'en ferai une pour 2018 assez prochainement. Dès que j'aurai un peu de temps, je vous ferai 2018, qui ne sera pas du tout basée sur les lunes, qui sera basée sur les égrégores liés à 3945 qu'on va devoir prendre en considération pour 2018, hein, parce que tout ça c'est très fort et que ça ne doit pas être négligé, et je ferai ça signe par signe pour revenir à l'énergie solaire, puisqu'on doit rallumer notre propre flamme intérieure pour se guider nous-mêmes, se soigner nous-mêmes et pouvoir communier avec les autres. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas les intentions, donc qu'elles soient pures et lumineuses pour qu'on puisse pallier à ce manque de lumière. Je vous embrasse très fort, puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.